Donc là, ce qu'on peut faire, si ça vous intéresse, c'est si vous avez des questions à poser sur tout ce qui peut être inhérent à ce que vous allez être appelé à faire plus tard quand vous serez professeur des écoles, c'est-à-dire l'exploitation de l'album, du livre jeunesse, qu'est-ce qu'on peut en faire? On peut parler un petit peu de théâtre, on peut parler aussi de voilà, si un auteur vient, comment on peut exploiter toutes ces choses-là, ou si vous avez d'autres idées, et si vous avez des questions à poser, si je peux y répondre, j'y répondrai avec grand plaisir. Voilà. Des questions? Vas-y. Où on peut trouver vos albums? Il y en aura en bas là, du coup, à dédicacer, mais sinon ça se trouve dans n'importe quelle librairie, ouais. D'accord. Voilà. N'importe laquelle, ils n'ont peut-être pas à douai particulier, mais il faut les commander, ouais. Mais c'est distribué normalement. Voilà. Alors, d'autres questions? Vous n'avez pas du tout de questions? Ah si. Si jamais on veut que vous veniez dans notre classe, ouais. comment ça se fait? Alors, pour faire venir un auteur dans... Alors, c'est quelque chose qui s'est vraiment développé, j'ai commencé il y a 15 ans, ça commençait déjà, mais maintenant, c'est vraiment récurrent. Il m'arrive d'aller dans des salons où les enfants... il y a un gros salon à Douai, je pense qu'ils font des interventions aussi dans les classes. Voilà. Les enfants, à partir de la maternelle jusqu'en 3e, ils ont forcément vu un auteur parler de son métier et puis de ce qu'il faisait. Donc là, pour faire venir un auteur, le mieux, c'est quand même d'être attaché à une sorte de salon ou de choses comme ça qui réussit à avoir suffisamment de financement quand même pour faire venir des auteurs, puisque c'est des interventions payantes. Et puis, il y a un tarif spécial. Je suis au tarif de la charte des auteurs et des illustrateurs, donc il y a un coût pour ça. Et puis après, après c'est par rapport au projet pédagogique qu'on peut avoir. Si on travaille sur de la BD, si on décide de travailler sur la BD, si on a envie de travailler sur le théâtre. Alors, je reçois moi énormément à partir du mois de juin, de mai, des petits mails où c'est des classes qui m'invitent pour venir voir la représentation de la manifestation. C'est les enfants qui écrivent, c'est tout mignon, on voit tout ça. Bonjour monsieur Cochon, est-ce que vous pouvez venir? Alors voilà, on habite Brest, moi j'habite dans l'est de la France, est-ce que voilà. Alors je suis embêté parce que je suis obligé de répondre quand même. Moi aussi, je me coltine déjà la fête de fin d'année de mes enfants. Si je me fais tout cette France, ça va être difficile. Donc on ne peut pas venir comme ça, mais j'avais même prévu à une époque une petite vidéo filmée que je leur envoyais. J'envoyais un lien où ils pouvaient voir, où je leur parlais directement, etc. Pour pas que ça soit trop frustrant quand même. Mais du coup, voilà, faire venir des auteurs comme ça, quand c'est pas dans le cadre de salon, c'est souvent soutenu par le Centre régional du livre ou le centre départemental, où il y a des actions comme ça. Et puis après, souvent, quand on justifie de quelque chose comme ça, on a un projet autour du livre et puis qu'on a envie de développer. Il y a deux manières. Soit il y a vraiment un travail en amont dans la classe avant que l'auteur arrive. C'est toujours quand même plus intéressant que les élèves aient déjà lu des livres de l'auteur, même s'ils les ont pas lus en entier. J'ai déjà été dans des classes où les gamins, ils avaient tout lu au Grus. Et on était sur le compte, etc. C'est dur parce que tu arrives, tu n'as plus rien à leur lire, etc. Bon, il y a tout le temps des choses à faire, mais ce n'est pas le plus intéressant. Donc il faut vraiment impulser quelque chose. Mais nous, en tant qu'auteurs, on est vraiment, quand on intervient dans une classe, on est, comment je pourrais dire, une impulsion pour la classe. C'est-à-dire, on ne va pas arriver en donnant un truc... La pédagogie, ce n'est pas mon travail, je ne suis pas là pour ça. Mais par contre, je peux être l'impulsion. C'est-à-dire, il y a un projet, les élèves, ils ont travaillé sur quelque chose, ils rencontrent la personne. C'est toujours intéressant de leur montrer aussi que les auteurs sont des gens normaux, puis pas tout vieux avec de la barbe. Et puis voilà, on travaille, on a fait une rencontre, souvent je mène des ateliers d'écriture derrière quand on a un petit peu de temps, donc sur du théâtre, sur de la BD, sur d'écriture de scénario, sur du conte, peu importe. Et puis après on travaille ensemble, ils font un projet, soit on a la possibilité de venir plusieurs jours, là on développe quelque chose de plus intéressant. Et puis après, le travail se continue après que l'auteur soit parti, c'est ça qui est intéressant. Et on garde toujours un lien, puisque les productions finales nous sont envoyées par mail, on peut répondre, on garde un lien avec la classe. C'est souvent des projets quand même sur même si on n'intervient que 2 ou 3 jours, c'est des projets sur des demi-années finalement, où ça rentre vraiment dans le cadre du projet de l'enseignant, quoi. Voilà.
J'ai répondu à la question? Oui. Ouais. Alors moi, s'il n'y a pas d'autres questions, Oui. j'ai une question sur justement la dernière collection, sur donc les BD avec des morceaux de documentaires. Ouais. Donc ma question c'est, est-ce que ces morceaux de documentaires qui sont, on va dire, vraiment en interaction Ouais. avec le moment de la fiction, Ouais. c'est-à-dire le savoir à côté de la fiction, quel a été votre choix et donc de l'image, on va dire, du documentaire, et est-ce en lien avec la compréhension de la fiction, c'est-à-dire avec la compréhension de l'action dans la fiction? Ouais, c'est une question très intéressante. Par exemple, j'ai vu sur les écluses. Ouais, sur les écluses. En fait, c'est le travail scénaristique, il a été complètement inversé par rapport à ce qu'on lit. C'est-à-dire que les enfants, les adultes lisent l'histoire, ils disent « Oh, dis donc, ça tombe bien, en dessous, ça existe vraiment, puis ça marche comme ça, c'est bien. » Le travail était donc inverse. Avant d'avoir écrit la fiction, j'ai été sur les lieux où j'ai visité avec les gens, les chercheurs, plusieurs endroits, plusieurs choses, plusieurs écluses, par exemple sur ce thème-là qui était tout le patrimoine fluvial. On m'a envoyé 300 photos en gros. Là-dedans, je devais en sélectionner 50, 60 avec un peu de bol. Donc je devais faire ça et ma sélection se faisait à la fois, c'est un peu compliqué parce que tout était très imbriqué, à la fois avec le travail de l'illustratrice et la partie documentaire et le scénario et la fiction, c'est-à-dire que je devais choisir les photos les plus intéressantes. Mon premier choix c'était, est-ce que voilà, un gamin de 10 ans, il va être quand même intéressé avec, par la subtilité qu'il y a entre l'écluse de 1932 et puis celle de 1812, tu vois, parce que là c'était un petit peu quand même compliqué. Donc c'est des gens qui sont très pointus, les chercheurs, hein, c'est leur principe. D'habitude ils éditent des livres épais comme ça, sans illustration, sans rien, donc c'était difficile de leur dire à eux qu'il fallait extrêmement vulgariser pour que ça soit pour du jeune public. Donc le choix était quand même déjà fait en premier lieu pour l'intérêt que ça pouvait porter pour les enfants, et puis après il fallait que je choisisse une sorte de panel, une avancée narrative de l'image documentaire pour justifier l'avancée narrative de la fiction. Donc je mettais en place déjà ces photos et après j'étais obligé d'inventer complètement les choses dessus. Donc c'était un travail mental difficile parce qu'on n'a pas l'habitude de travailler comme ça en tant qu'auteur. Surtout que l'illustratrice était là et puis elle me dit dis donc, moi ça m'intéresse pas de dessiner ça, il faut qu'il y ait quand même des rebondissements, il faut qu'il se passe des choses, il faut qu'il y ait une avancée narrative, il faut qu'il y ait des cliffhangers. Les cliffhangers c'est les dernières cases qui appellent à tourner la page, je dis il y a le suspense à ce moment-là, et donc voilà. Donc le travail il a été fait comme ça, complètement inversé, mais effectivement le but c'était quand même de se dire voilà, on travaille vraiment sur de la BD documentaire, c'est vraiment le but. Moi j'avais carte blanche sur la fiction, mais on sait que tout le monde ne lira pas la BD, mais on fait pour qu'il y ait le plus de monde qui lira la partie documentaire, mais on fait pour qu'il y ait le plus de monde qui soit obligé d'y aller en fait. C'était vraiment le principe. Et ça dépend des gamins, hein. Il y a des gamins, ils adorent, hein, ils lisent ça, etc. Ils trouvent ça super chouette parce qu'ils adorent lire des dokéos, des trucs comme ça, et puis il y en a d'autres qui passeront à côté. Mais c'était un peu ça le principe de travail. Mais au départ, la direction de l'inventaire choisissait le patrimoine, Chartres, le Val-de-Loire, Blois, le patrimoine rural du Berry, etc. Où on a rajouté George Sand, du coup on essayait à chaque fois de trouver un personnage historique intéressant. Et là du coup les personnages sortent... c'est un de mes préférés aussi celui-là, je l'aime bien, parce que ça se passait dans un lieu unique, et c'est facile quand on fait une histoire dans un lieu unique. Et il y a le fantôme de George Sand qui erre dans le Berry, qui hante le Berry. Et du coup, les personnages, pour vérifier qu'elle est bien morte, ils décident de la déterrer déjà d'emblée. Et effectivement, elle est bien morte, mais toujours vivante, où on la voit ressortir. Et du coup, ils font toute la BD avec George Sand squelette, mais qui a gardé toute sa, on va dire, tout son panache, qui donne des coups de pelle à des types qui sont pas polis, etc. Et voilà, c'est assez rigolo. Et là, on voit donc la vraie photo de George Sand, avec le petit squelette à côté qui dit « J'étais plutôt canon à l'époque, non ?» Voilà. Donc voilà, ça, on est sûr qu'on fait un appel. Et un appel d'air tout de suite, parce que quand ils ont lu ça une fois, ils ont envie quand même d'aller chercher ce qui se passe. Et puis voilà. Là aussi, on a intégré...
François le Facteur, le personnage de Jacques Tati dans Jour de fête, puisque ça se passe, je me rappelle plus exactement, mais c'est exactement le lieu où se passait le lieu où se passait le film. Voilà, voilà, c'est ici, c'est Sainte-Sévère, sur Indre. Voilà, donc c'est comme ça que ça s'est passé, ce projet. D'autres questions? Moi j'en ai tout plein. Hein, c'est vrai? Plein. Voilà, allons-y. Après, pour revenir aux pièces de théâtre, qui ont été une commande, vous avez bien dit qu'elles ont été une commande, et donc vous en avez un peu parlé sur les choix des rôles, les choix des personnages. Vous avez dit que vous avez vu avec l'enseignant, et l'enseignant a dit « Ah ben non, pas plus de cet enfant, tout ça ». Est-ce que ça ne s'est jamais fait où les enfants choisissaient un personnage? Alors la plupart du temps, quand j'ai dit le mot casting, mais c'est vraiment le mot que je déteste par excellence. Et puis en plus, les enfants, ils très rapidement, par rapport à ce qu'ils ont l'habitude de voir à la télé, ils sont très The Voice, quoi. Donc c'est forcément qui va être le meilleur. Est-ce que le rôle le plus parlant est le premier rôle, etc. C'est le principe qu'ils ont d'emblée, voilà, sur du spectacle, parce que c'est du théâtre, et ils n'ont pas l'idée de théâtre qui dit que il n'y a pas véritablement de premier rôle. C'est surtout sur des pièces comme ça qui sont dont c'est vraiment des œuvres chorales, comme on dit. Et donc on évite déjà ce mot casting, et puis les enfants, souvent, quand ils prennent eux-mêmes la pièce, quand ça se passe bien comme ça, ou elle est présentée par l'enseignant, ils disent voilà, on a la possibilité de monter une pièce, il faut une lecture au départ, et puis après il y a des exemplaires, ceux qui veulent, ils peuvent les lire, ils peuvent choisir. Souvent, ils choisissent eux-mêmes, ça se passe souvent. Mais après, c'est pas toujours évident, et puis tout ne fonctionne pas comme ça. Des fois, il faut mettre des rôles en doublette, c'est-à-dire qu'il y ait deux personnes qui jouent le même rôle, parce que sur la longueur, si jamais il y a quelqu'un qui est absent pendant la représentation, c'est toujours bien d'avoir un garde-fou. Et puis aussi, il y a certains rôles qui peuvent être complètement... J'ai déjà vu par exemple que le meneur A, c'est celui qui parlait le plus, il y avait vraiment deux personnes qui étaient à même de le jouer, et ben on l'a divisé. C'est-à-dire que le meneur A, on a fait du A1, A2, quoi. C'est-à-dire qu'il y avait quand même deux personnes sur le même personnage. Et ça, c'est complètement possible, c'est complètement modulable. Ces pièces, alors là, la manifestation, ça doit être marqué... Le nombre de personnages peut varier de 14 à une classe entière. Mais à 5, on peut la jouer aussi, en vérité. Parce qu'on peut jouer le meneur A, le meneur B, on peut mixer tout ce qu'on veut. C'est l'intérêt de ces pièces, c'est qu'elles ont été vraiment fabriquées pour être adaptables partout dans toutes les situations. Le mieux, moi c'est ce que je trouve le mieux, hein, c'est-à-dire que les enfants puissent prendre en charge. Ils connaissent en plus la plupart du temps, sauf s'ils sont vraiment perdus, leurs compétences pour l'apprentissage du texte, etc. Et après, quand ils ont envie quand même de faire un rôle, ils le font bien. Voilà. Sur ces pièces aussi, c'est intéressant. Donc c'est Syros, c'est distribué par Nathan, je crois. Donc c'est protocole scolaire, etc. Donc c'est vraiment pour les pièces de théâtre. Et j'ai des retours, pas forcément de l'éditeur, mais du distributeur, qui avait un problème parce qu'il n'y avait pas toutes les négations dans le texte. C'est-à-dire, il disait à un moment donné, non, je veux pas, ou je ne veux pas, il répondait. Parce qu'ils sont dans une cour de récréation, donc c'était pas facile à justifier, hein. On dit que c'était du théâtre, voilà, on n'est pas en cours de français, hein. On est en train de faire du théâtre. Si on veut les faire jouer correctement, si on veut que ça fonctionne, il faut que le gamin il dise, non, je veux pas. Ou je veux pas, même s'il veut. Mais je ne veux pas, c'est bizarre. Donc il y a un petit débat comme ça qui se fait souvent avec les éditeurs, les auteurs, notamment sur le théâtre, qui est quand même... je le dis à chaque fois, moi, quand je vais dans les classes, voilà, je suis pas Molière, donc on peut taper dans mon texte, ça me dérange pas, c'est pas sacré, quoi. J'ai envie de dire que faut pas que ce soit sacré, le théâtre. C'était vraiment l'œuvre populaire par excellence. Ça n'avait rien de sacré au départ. Quand ça a commencé, c'était souvent mystique, parce que c'était tout le temps lié aux dieux, etc. C'était des représentations ou des espèces de scènes qu'on faisait dans des
oui, dans du protocole mystique ou des choses comme ça. Et puis après, très rapidement, c'est quand même, ça a été très très populaire. Le théâtre, ça a été fait pour le peuple, par le peuple. C'était des petites gens qui écrivaient ça, etc. Puis après, c'est devenu une sorte d'institution. Et c'est intéressant que dans les classes comme ça, surtout en primaire, on puisse sortir de ça et puis qu'on puisse arriver tranquillement. Je pense que quand on a joué du théâtre, c'est très facile d'en lire après. On peut vraiment se marrer en lisant Molière. Si on n'en a jamais joué, si on n'a pas compris comment ça fonctionnait, ça peut nous sembler pénible, la rime, au bout d'un moment. Voilà. Est-ce que vous avez déjà intervenu auprès de maternelle et fait des scénettes, je ne sais pas, du théâtre? Voilà. Est-ce que vous pouvez nous parler un peu de ce type? Alors en maternelle, quand j'avais Samuel Hippopotame, qui était mon premier, j'ai fait mes premières interventions en maternelle. Après, les interventions d'auteurs comme ça en maternelle, c'est des illustrateurs la plupart du temps. Hein, parce qu'il n'y a pas de production d'écrit, même CEP, CE1, c'est un peu compliqué. Enfin, la production d'écrit, c'est quelques lignes, donc c'est pas très intéressant. Donc c'est souvent des illustrateurs. Énormément d'illustrateurs travaillent avec des toutes petites classes. Après, du travail de théâtre en maternelle, moi j'en ai jamais fait. Je sais qu'il y a déjà des gens qui font ça, qui font une sorte de théâtre participatif, enfin du théâtre vraiment adapté pour des tout petits, où il n'y a pas forcément de texte, mais c'est presque de l'impro finalement, oui. Mais c'est ce qu'on appelle du théâtre dirigé, c'est-à-dire que on va dire à un enfant, tu es un lapin, par exemple, et tu as un but. Ton but, c'est d'essayer d'attraper une carotte. Sauf qu'il va y avoir plusieurs embûches. Et toi, tu es le loup et tu dois empêcher. Voilà. Alors on est entre l'expression corporelle, entre la danse et le théâtre. On peut intégrer un petit peu de théâtre comme ça, avec des intentions. Et puis après, s'ils ont l'habitude d'en faire, on peut intégrer des phrases. Ils peuvent apprendre quand même quelques phrases. Hein, ils peuvent apprendre des petites comptines, des poésies. Donc c'est des choses qui peuvent être faites. Je crois que c'est intéressant. Après, moi, je ne suis pas spécialisé chez les tout petits, mais je sais qu'il y en a qui font ça, qui mènent des ateliers comme ça, d'expression corporelle plus, quoi, on va dire. Voilà. Alors, vous parliez que vous avez abandonné les illustrations. Oui. Et vous vouliez pourquoi cette volonté? Alors, je le disais un petit peu tout à l'heure, voilà, Julie Ricosset, qui est donc illustratrice, je vais essayer de vous montrer quelque chose, on lui dit tout le temps, oh là là, qu'est-ce que... Alors, il est où celui-là? C'est pas celui-là. Je vais essayer de retrouver dans quel album c'est. On lui dit souvent, dis donc, qu'est-ce que tu es talentueuse, etc. Voilà. Moi, je l'ai vu esquisser, hein, cette illustration de la cathédrale de Chartres. Donc, vous pouvez voir un peu, je m'approche un peu, parce que vous êtes un petit peu loin derrière, et puis du coup, vous ne voyez pas trop. Donc, effectivement, elle a une facilité à le faire qui est assez déconcertante. Parce que quand on faisait les visites, elle était là aussi, et puis elle croquait un peu les plans déjà sur place, et son crayonné, elle est restée dans le style crayonné justement là-dessus, et le crayonné, il est assez ressemblant au dessin définitif, sauf que voilà, quand on lui dit t'es vraiment talentueuse, elle dit puis aussi je dessine 6 heures par jour, hein, depuis que j'ai 20 ans, on va dire. Donc voilà, en dehors du fait qu'il faut avoir un bon coup de crayon, etc., c'est quand même énormément de travail. Hein. C'est un vrai travail, c'est un vrai métier. C'est pour ça qu'à chaque fois qu'on dit « Mais tu fais quoi sinon à côté de... » j'élève mes gosses comme je peux quand j'ai du temps, quoi. C'est un peu ça. Être auteur aussi, c'est vraiment des occupations chronophages, mais comme c'est tellement sympathique quand on lit l'histoire puis qu'on a bien rigolé, on se dit « Ils doivent être marrants. » Après, c'est pas... Voilà, le principe de ces bandes dessinées, c'est tellement drôle avec Jean-Claude qui mange son pator et tout, mais... On l'a vu, c'est compliqué à mettre en place, hein. Et puis il fallait travailler avec les gens du patrimoine, etc. Donc voilà, l'illustration, je l'ai arrêtée parce qu'il y avait des gens, je mettais beaucoup de temps, ça me prenait beaucoup de temps, et puis il y avait des gens beaucoup plus talentueux que moi, je trouvais aussi. Et puis à terme, après avoir pris cette décision, que j'ai pas pris un jour comme ça, allez, je dessinerai plus jamais, mais après avoir passé ce cap, j'ai été assez content et assez satisfait de voir qu'une œuvre
voilà, et c'était pas que la mienne et qu'elle pouvait être sublimée. C'est-à-dire que si j'avais illustré certaines choses, elles auraient été moins intéressantes. J'aurais pas pu faire ça, mais le Njork, j'aurais pu partir sur l'illustration du Njork. Mais voilà, ce qu'elle a fait, Juliette Barbanègre, est très intéressant parce qu'elle a apporté son côté à elle. Elle a mis une dimension différente. Elle fait de la BD, mais elle fait aussi de l'illustration. Donc elle a l'habitude aussi d'illustrer autre chose que ce qui est écrit, ce qui est important, ce qu'on essaye de développer la plupart du temps, de ne pas avoir le petit lapin grimpe sur l'arbre et à côté on a un lapin qui grimpe sur l'arbre. Bon, si on peut faire que ça, c'est pas la peine de... Donc voilà, c'est pour ça un petit peu, mais j'illustre tout le temps des choses. Avec la compagnie Badabule, on fait des CD de chansons pour enfants, c'est moi qui fais les jaquettes, des choses comme ça. Je le fais encore vraiment que pour mon plaisir, voilà. Pour des affiches, pour des amis comme ça, mais pas dans le cadre de l'édition. C'est vraiment trop de travail pour ce que c'est payé en plus. Et donc ça prend combien? Pardon, vas-y. Pour l'illustration, avec l'illustrateur, vous êtes en lien, enfin vous dirigez ou bien vous laissez libre choix? Alors il y a plein de manières de travailler. Un scénario, il faut savoir qu'un scénario, c'est... On pense que c'est quelqu'un qui écrit les bulles, qu'est-ce qu'il y a dans les bulles. C'est plus que ça, c'est vraiment du scénario, c'est comme au cinéma, c'est-à-dire qu'une case comme ça, c'est extérieur nuit, je commence à décrire, il y a deux petits moines qui sont dans un champ, un est complètement détendu contre un arbre assoupi, l'autre a l'air plus en position pieuse, on va dire, qui est vraiment prostré un petit peu devant lui. C'est la nuit, on voit des étoiles, dans le loin on voit Chartres, etc. Tout est décrit. Et ça, je mets grande case qui doit faire l'intégralité de la page. Deuxième plan, on fait un plan général, après on fait plan américain sur contre-champ du moine, etc. On peut donner tout ça, quoi. C'est même nécessaire. Il y a des illustrateurs qui ont besoin de savoir absolument. En plus, après, on met tout ce qu'ils disent. Voilà. Donc ça, c'est le travail de scénario. Et puis l'illustrateur, c'est bête et méchant de BD, il regarde et puis il fait exactement les plans qu'on lui a dit de faire, quoi. Et il y a une autre manière de travailler, c'est-à-dire que moi, on travaille comme ça avec Julie. Pas sur les premiers, mais sur les premiers j'ai beaucoup détaillé parce qu'on ne se connaissait pas. Puis après, quand on a commencé à se connaître, je lui détaillais, je faisais 3 lignes sur l'ensemble de la double page. Je lui disais juste comment ça devait finir à la fin, le cliffhanger. Et puis après, voilà, je ne mettais pas de découpage. Elle a fait elle-même le découpage. J'ai mis le texte et elle le découpait absolument comme elle voulait. J'ai pas mis 1, 2, 3, 5 cases, 6 cases, page 1, 7 cases, page 2. J'ai laissé faire tous les plans, etc. Puis parce qu'elle écrit aussi du scénario, elle a l'habitude de ça. Et ça, c'est plus intéressant. C'est-à-dire, moi, j'apporte l'univers, les dialogues, et puis après, ils ont naturellement une vision du cadrage, de la composition graphique, des plans, etc. Et c'est leur métier, donc c'est toujours plus intéressant. Voilà. Après, voilà, on est obligé quand même de lui donner quelques consignes, parce qu'on sait qu'on a... C'est pareil, le nombre de pages, il est défini avant. Hein. Donc, on sait qu'on a... Sur certaines BD, la dernière page de BD, elle est collée carrément sur la couverture parce qu'on était un peu ric-rac, mais on sait qu'on a 35, 36 pages, 36, donc on peut pas faire moins. Plus, en tout cas. Ça veut dire que le nombre de pages est défini à l'avance en fonction d'un impératif économique et en même temps de la longueur de l'histoire? C'est un compromis entre les deux? Eh ben, le compromis, il n'y en a pas, parce que c'est l'intérêt économique. D'accord. Notamment pour vous êtes constamment en train de raboter... Constamment. D'accord. C'est terrible. Après, quand on est dans le cadre de la BD alternative, voilà, des maisons d'édition comme l'association, des choses comme ça, là, les auteurs sont libres. Julie, elle fait une BD, elle sort une BD un peu roman graphique chez Glénat. Là aussi, elle est libre sur le nombre de pages. Mais ils ont des fourchettes parce que après c'est des packs d'imprimeurs, quoi. Ah oui, ça tue l'ambiance, hein. ça casse le mythe, mais malheureusement les éditeurs c'est des vendeurs de livres aussi. Il y a une partie artistique, ils ont envie de sortir mais il y a beaucoup de productions, ils se sont rendus compte qu'en sortant beaucoup de livres, même des livres de merde, ils gagnaient quand même plus d'argent qu'en sortant des livres un peu plus pointus et intéressants. Donc voilà, on est tout le temps en train de combattre là-dessus, exactement dans le même cas de figure que le réalisateur de cinéma et le producteur. Voilà, le producteur exécutif qui est là, puis
tout doux, et puis voilà. Justement, pour continuer dans le sujet, je serais curieux de savoir si le format choisi de la dernière BD qui vient de sortir, le format légèrement plus petit, Ouais. est-ce que c'est un choix artistique ou est-ce que c'est encore dû à un impératif économique? Alors là, non, ces BD, elles sont particulièrement allongées parce qu'on a rajouté la bande documentaire en dessous, donc on a fait exprès, donc ça c'était... Là, c'est un choix technique du coup, là, parce qu'on s'est dit ça va être intéressant, sinon ça va trop faire des petites cases. Et là, c'était intéressant qu'on soit dans le cadre par rapport à l'âge qui est choisi, qui est vraiment à partir de 7-8 ans. On avait envie que ça fasse format album. Et que c'est quand même une BD. Mais voilà, c'est véritablement une BD, mais comme il y a très peu de texte et puis que c'est plus petit, ça nous semblait intéressant que ça soit un format album. Je crois qu'il était un tout petit peu plus petit au départ, puis après on s'est rendu compte que ça faisait des cases un peu, puis des grosses bulles. Donc, c'est aussi plus facile à manipuler pour un enfant. Oui, le format a été choisi. Souvent, c'est l'illustrateur quand même qui travaille avec le concepteur graphique des maisons d'édition qui définissent au départ. Souvent, Poisson Soluble, c'est quand même l'artiste illustrateur, l'illustratrice qui choisit son format. Si elle veut comme ça, si elle pense comme ça. Il y a un livre qui va sortir, Le Dernier Cowboy, que j'ai fait, qui part, lui, il sera carrément... il sera plus horizontal, c'est-à-dire format 16/9, un peu avec les bandes au-dessus comme les vieux westerns. Donc c'est des choix, c'est un peu des négociations, mais la négociation du côté artistique, elle est vite pliée quand même, faut reconnaître. Voilà. Une petite question, c'est par rapport, c'est pas trop difficile d'écrire une histoire sans avoir la représentation du personnage, parce qu'en fait, d'abord vous écrivez l'histoire et ensuite il y a l'illustrateur qui vient... Alors là, c'est un peu comme quand on attend un enfant. Hein. Oui. On demande si c'est un garçon ou une fille avant, ça s'appelle la description du personnage, tu vois, et puis le gamin il arrive, et puis tu dis, oh, Fanzou. Bon, ça va être le mien, ça va être le mien. Hein. Là, avec l'atelier du Poisson Soluble, vraiment on travaille avec... ils nous mettent tout de suite en relation. Hein. On parlait de l'école des loisirs, voilà, bon exemple, on va continuer à casser un peu de sucre pendant qu'on y est. Là, parce que, j'ai des amis qui ont édité là-bas et qui ont reçu leur exemplaire, ils ont envoyé leur histoire d'album, ça a été validé, donc très bien, contrat, puis ils attendent, ils disent oh, ça sortira courant l'année prochaine, et on reçoit, ils ont reçu leurs 10 exemplaires d'auteurs offerts comme ça, avec les illustrations dessus. Ils ne savaient pas qui c'était, ils n'ont pas interagi, rien du tout avec l'illustrateur, ça s'est passé comme ça, plié, une fois qu'on a fait l'histoire, le bébé est parti, c'est plus le nôtre, quoi. Donc, alors ça, c'est délicat. Moi, je n'ai pas trop envie de travailler comme ça. Il y a d'autres éditeurs, Poisson Soluble ou d'autres, qui tout de suite d'emblée réunissent donc un auteur et une illustratrice ou un illustrateur, ou qui préfèrent ou valorisent des projets où il y a déjà l'auteur et l'illustrateur qui se connaissent et qui ont envie de travailler ensemble. Donc ça c'est intéressant. Mais il ne faut pas non plus leur mettre un projet tout cuit, tout fait, où tout est illustré, parce qu'ils n'aiment pas non plus. Il faut qu'ils redisent derrière un peu un truc. Oh, voilà, bon, c'est un peu, voilà, c'est le jeu du truc. Mais l'école des loisirs, donc, il fonctionne systématiquement comme ça. C'est toujours. Ça, c'est l'exemple que j'ai. Hein. Je sais pas, mais c'est ce qui est arrivé. Mais après, s'il fonctionne une fois comme ça, je pense que ça peut être une manière de. Après, ça date de 10 ans. Ça, il y a des gens qui ont changé. Oui, c'est. Geneviève Brisac qui est partie, qui a été mis à la porte, qui s'occupait des collections mouches, des petits romans, etc., qui a été remplacée parce qu'il a trouvé un peu poussiéreuse, la pauvre dame, mais qui était appréciée beaucoup du monde. Bon, après, voilà, c'est difficile à se représenter ça parce qu'on se dit, voilà, c'est un milieu d'artistes, c'est un petit peu comme ça, on fait des livres, il y a un côté un petit peu sacré, un peu beau, on aime ça, enfin, c'est pour ceux qui aiment les livres, quoi. Après, c'est un milieu comme un autre, hein. C'est de l'entreprise. Et ça prend combien de temps alors pour vous, par exemple, depuis l'idée jusqu'à la réalisation du scénario? Alors là, de l'idée à la réalisation du scénario, mon premier roman, je l'ai commencé à 20 ans. Hein, j'en ai 42, donc ça peut mettre 22 ans déjà, parce que j'ai toujours pas fini. Après, parce que ça c'est un projet personnel, puis que je le ferai peut-être jamais, peu importe. Après, dans l'écriture, c'est difficile de jauger parce que du coup, quand il y a une idée qui trotte,
on peut la laisser trotter un moment, mais à partir du moment où on a défini quelque chose, bah c'est assez... c'est variable. Hein. Les BD, on en sortait 2 par an, c'était trop. Hein. Je mettais à peu près 2 mois sur la bande documentaire à travailler. Je remettais 2 mois à écrire vraiment le scénario. Julie mettait un peu 2-3 mois pour en faire un. Donc on s'arrêtait, on allait se faire un thé et puis on recommençait la suivante. Quoi. C'était trop. C'est pour ça que je les ai tués à la fin. Pendant 4 ans, on n'en pouvait plus. Et, après, voilà, les pièces de théâtre, je mets du temps à les mûrir parce qu'il faut vraiment trouver le bon concept, la bonne idée pour que tout le monde puisse avoir un rôle et puis que ça soit assez intéressant, qu'il y ait une chute quand même, qu'il y ait des rebondissements, un petit peu de rythme. Mais après l'écriture, ça prend rien de temps, quoi. Je suis en train de préparer dans cette collection-là, une collection en queue de poisson chez l'atelier du poisson soluble, un livre sur les princesses. Parce que comme j'ai réglé le compte aux hommes, je me suis dit quand même les princesses, il faut faire un truc avec les poneys, c'est plus possible. Et du coup, voilà, ils m'ont dit vas-y, carte blanche. Donc voilà, j'ai fait un truc avec que des princesses punk lesbiennes, ça va être marrant. Je vais en vendre tout plein aussi, je sens que je vais faire des vrais succès. Oh, bah, dans 10 ans, ça sera peut-être sélectionné par l'éducation nationale. C'était pas gagné, hein. C'est sorti celui en 2007, je crois. C'était pas gagné quand c'est sorti. C'est l'avantage des livres de fond. Hein, on parlait des livres de fond, c'est intéressant. Voilà. Il y a énormément. Je crois que la production en littérature jeunesse, elle est passée en 5 ans de 7000 ouvrages annuels à 11 ou 12 000. C'est délirant. Là-dedans, il y a acheté, mais je vous raconte même pas le nombre de barbecues qu'on peut faire à allumer. Mais après, voilà. Donc, mais après, c'est plein d'histoires de petits loups qui sont remplacées par une histoire de petits loups. Avant, c'était tous les ans qu'il y avait un nouveau petit loup qui allait à l'école. Maintenant, il y en a 2 fois par an. Donc, voilà, c'est des livres. C'est vraiment du livre ponctuel. C'est du livre événementiel. C'est-à-dire, il y a la personne qui passe dans la librairie. Il dit ah, ça vient de sortir. Ils l'ont mis là. Il l'achète, mais il aurait acheté n'importe quel autre. Après, il y a d'autres livres qui sont des livres de fond, qui sont plus pour des libraires, on va dire, plus indépendants, qui vont faire comme dans une bibliothèque, on en parlait, c'est-à-dire qu'ils vont choisir pour le lecteur, pour celui qui consomme à la bibliothèque ou pour l'acheteur, qui va faire une sélection pour lui, parce qu'il ne peut pas tout avoir, hein, parce que sinon c'est Amazon, et puis de tout avoir, on n'a rien, c'est-à-dire on aura quand même, chez Amazon, le principe il est sympathique, c'est-à-dire on peut enfin tout cliquer, on peut tout voir, il n'empêche qu'on va chercher que les trucs qu'on a vus, qu'on a entendus à la radio, et puis qu'on a vu à la télé. Il n'y a pas de personnes qui défendent de la littérature là-dedans. Donc le libraire, ce livre-là, il a déjà été réédité, mais il ne marche quand même pas. Je crois tout le temps qu'il ne marche pas très bien, mais l'éditeur, il me dit t'en vends 3, 4 par mois quand même. Je me dis c'est incroyable, 3, 4 par mois depuis bientôt 10 ans. Et c'est parce que c'est un livre de fond, c'est parce que le libraire qui aime ça, il n'y a pas d'autres histoires d'ogre comme ça, saignantes ou amusantes comme ça. Donc quand il en vend un, il n'en a qu'un, mais il le recommande parce qu'il sait que quand quelqu'un cherche une histoire, voilà, un peu dans ce goût-là, il dit bah ça c'est marrant, ça j'aime bien. Le carnet de voyage aussi, voilà, le carnet de voyage, il n'y a rien de plus périssable qu'un carnet de voyage. Une fois qu'un an après le voyage, il y a forcément quelqu'un qui est retourné en Birmanie, puis qui en a fait un autre, qui a fait des très, très belles aquarelles d'enfants qui jouent avec des merdes de chiens, donc c'est magnifique. Donc ça se remplace, ça, c'est tout le temps. Alors là c'est autre chose, parce que c'est quand même un projet, c'est aussi un livre, j'en vends pas beaucoup, mais les gens qui l'ont aimé, ils le gardent. Voilà. Après, les BD, ça sera pas du livre de fond, quand il n'y en aura plus, ça disparaîtra. Comme Sam et l'hippopotame, aussi bien soit-il, ce livre, avec toute l'affection que je peux lui porter, parce que c'est mon premier livre, et qui pourtant est un petit peu particulier, hein, vous avez vu, c'est quand même une histoire qui est un peu plus pour les tout petits, qui est à la fois un peu humour noir, un petit peu anxiogène, et puis avec une double lecture qu'on peut avoir ou pas. Même celui-là, il est... Il y a un petit côté métaphysique, quoi. Ben oui, voilà, même avec ça, il reste quand même, ça reste pas un livre de fond. Voilà. Un livre qui restera dans... Bon, les BD peuvent devenir des classiques. Ils peuvent devenir... Ils deviennent... Quand c'est pas des classiques, mais que ça a bien marché, puis ils deviennent cultes. J'ai déjà entendu ça. Les MMI, il y a des gens qui disaient c'est culte parce que il y a peu de gens, mais qui trouvent ça, qui sont fans de Jean-Claude. L'univers, voilà. et aussi les personnages. Voilà, Après, voilà, c'est ce que
dis tout le temps, dans le métier, il y a des gens qui nous disent est-ce que vous êtes auteur ou écrivain? Alors, je me suis posé la question à un moment, je me suis dit, alors attends, je vais aller chercher sur Wikipédia qu'est-ce que c'est la différence. Et en fait, non, mais je suis auteur, je le savais d'avance, c'est-à-dire que la preuve en est, c'est que j'utilise tous les formats. Il n'y a que la poésie que j'ai pas encore exploitée, mais j'ai une idée, il me manque ça sera les petites poésies que vous n'apprendrez jamais à l'école, avec que des gros mots, des insultes et des trucs comme ça. Inéditable, mais c'est pas grave. L'important c'est de le faire. Et il faut bien que quelqu'un se sacrifie pour les autres. Et du coup, moi, le fait de faire plein de formes différentes, de genres différents, est la preuve que je suis un auteur. C'est-à-dire, si on gomme mon nom, pour des gens qui me connaissent, ils prennent une BD, une pièce de théâtre, ils vont lire Jean-Claude, donc ils vont dire que c'est lui. Mais sinon, on va me reconnaître dans le style. Voilà. Après, il y a des écrivains qui sont très réactifs sur des projets de société. On en parlait aussi, qui vont faire, il y a eu un tsunami, hop, ils peuvent écrire un truc sur un tsunami, hop, il y a des migrants, ils vont faire un truc, ils ont un petit texte qui va bien, mais après, ils n'ont pas d'univers à eux en particulier. Les illustrateurs, oui, mais pas les auteurs. J'ai une amie qui s'appelle Hélène Kérillis, elle travaille beaucoup pour Ratus, mais ça ne doit plus exister maintenant. Hein. Si. Au secours. Au secours, ça existe encore. Alors, elle vend beaucoup de livres. Elle travaille à réécrire tous les classiques. L'Odyssée, l'Iliade, résumé, etc. Elle est très très forte. Hein. C'est vraiment, là, elle a fait quelques livres pour adultes qu'elle a écrit elle-même, des projets personnels. C'est un plaisir à lire. Hein. C'est de la grande littérature. C'est une dame qui écrit très très bien. Mais voilà. Mais alors, elle n'a pas d'univers du tout. Elle sait pas. Des fois, elle me dit, j'aimerais bien écrire des trucs qui font rire. J'y mettais pas drôle dans la vie. Déjà, Hélène, t'es mortelle. Je veux dire, tu passes la soirée avec toi. Je suis obligé de me saouler pour supporter le truc, quoi. Je l'adore, je peux le dire. Voilà, donc ça, c'est des gens qui sont ça, faudra peut-être couper le lien avec Kérillis. Vous avez signé, hein. Oh, merde. Non, voilà, c'est quelqu'un, voilà, qui est vraiment écrivain. Écrivaine, je sais pas, c'est comme on préfère. Et comment on fait, parce que un métier de censure, Ouais. ça reste quand même de la censure. Ouais. Comment on fait pour justement défendre Alors, moi comment j'ai fait? Pour susciter, Alors moi ma technique, ma meilleure technique, c'est d'avoir un autre métier à côté. Hein, je suis intermittent du spectacle, moi, hein, donc je fais du spectacle, etc. C'est avec ça véritablement que je vis. Les droits d'auteur et les interventions, c'est quelque chose en plus. Les deux me permettent d'avoir un niveau de vie correct pour toute ma famille, etc. Ma femme est quand même enseignante, elle est professeure des écoles aussi. C'est bien, souvent, c'est intéressant quand on est écrivain, mieux vaut avoir quelqu'un qui est professeur des écoles à côté. Déjà pour psychologiquement nous aider dans notre vie, parce que sinon on part trop loin. Et puis après, il faut quelqu'un qui puisse assurer le coup si jamais ça s'arrête, ça marche plus, etc. Et du coup, le fait de faire un autre métier, de ne pas être dépendant financièrement de ça, me permet de dire non. Et pourquoi l'essentiel de ma biblio est chez Le Poisson Soluble, c'est parce qu'ils me refusent des livres, hein, des fois, hein, mais c'est parce que c'est les seuls qui me laissent faire un peu ce que je veux. Et il y a d'autres éditeurs qui sont des éditeurs, Sarbacane, et des autres éditeurs qui sont importants, auxquels j'ai envoyé des trucs, qui m'ont dit c'est bien, il faut changer la fin, quoi. Changer la fin pour dans un souci commercial, hein, essentiellement, quoi. Donc ça m'intéresse pas. Je veux dire, je fais vraiment ça pour me faire plaisir. Voilà, il y a deux. Mais je jette pas la pierre à ceux qui négocient puis qui font des trucs comme ça, des illustrateurs qui illustrent des histoires un petit peu. J'étais sur un salon avec Clotilde. Comment s'appelle-t-elle? Mais connaître les illustrations, c'est très Clotilde Perrin, je crois. Qui fait des illustrations très belles. Le nom vous ne dit peut-être rien, mais si vous voyez ses dessins, vous allez reconnaître. Et qui me dit, mais des fois, je reçois des textes
alors elle travaille beaucoup avec Rue du Monde, et que je reçois des textes, mais je me dis, mais c'est affligeant, mais c'est pas possible. Alors elle envoie un mail à l'éditeur, elle dit, mais qu'est-ce qui se passe? Vous êtes à la serre encore maintenant, même qu'il est bien vieux. Et ouais, c'est lui. Et du coup, qui, on n'a pas trop lu, on l'envoie comme ça parce qu'on s'est dit c'était ton truc, voilà. Mais c'est parce qu'il faut en sortir beaucoup, beaucoup. Alors elle accepte parce qu'elle est obligée, parce elle a que ça pour vivre. Donc voilà. Donc, mais sinon, la négociation, elle est très, très, très difficile. Hein. On change la fin ou on ne fait pas le livre. Ils sont en position de force. Hein. Et ils sont plus ou moins frileux, vu l'évolution, il y a des thèmes, forcément, là, j'imagine. Voilà. Et vous sentez aussi? Ah oui, complètement. Hein. C'était déjà, la littérature jeunesse n'était déjà pas très rock'n'roll. Dans la définition même, elle n'est pas très rock'n'roll, mais maintenant, c'est encore plus compliqué, quoi. Moi, je me retrouve souvent confronté à ça parce que on me demande souvent si j'ai envie d'écrire, si j'écris des livres pour enfants en attendant d'écrire des livres pour adultes, un petit peu que ça. Je dis non, ça m'intéresse pas les livres pour adultes, ça sert plus à rien. Ça m'intéresse pas, c'est pas mon truc, parce que j'ai des choses à dire, c'est un public que j'aime et avec qui j'ai envie de partager des choses. Mais en revanche, je me sens pas auteur jeunesse, je me sens auteur tout simplement, c'est-à-dire que je peux parler de la mort, je peux parler de l'homosexualité, je peux parler de Dieu, je peux parler de tout ce qu'il y a. S'il faut mettre de la drogue et des putes, je peux en mettre aussi. Je marquerai pas comme ça, mais si c'est le principe, si ça peut tenir, ça vous coupe aussi, vous voyez. Tout ce quart d'heure là, hein, je pense qu'on peut l'enlever. Là, ça me dérange pas parce que je suis auteur, je suis un artiste. Si je commence en me disant bon, je vais faire un truc comme ça, mais bon, pour des 6-8 ans, parce que je sais que ça se vend mieux, album, et puis bon, faut pas que ça. Puis je sais que quand même le premier pouvoir d'achat de livre jeunesse, c'est la grand-mère. Hein, il y a un éditeur qui m'avait dit ça un coup, il faut la couve, on va changer le titre parce que c'est quand même les grands-mères qui achètent les livres. Bon, ouais, voilà, c'est ça. Donc alors là, si on en est là, c'est un autre métier, voilà. Mais voilà, c'est pas ce que je fais. Il y en a d'autres qui le font très bien. Moi, j'essaye de faire autre chose et puis voilà. Mais ma seule solution, c'est d'avoir une sécurité financière à côté. Ce qui me permet. Alors c'est triste parce que tu as des histoires qui sortent pas, quoi. Là, je crois que le Nurk-Nurk, c'est mon 19e livre qui est publié, mais j'en ai 20 autres d'histoires, de choses comme ça qui n'ont pas été publiées, etc. Puis pas forcément mauvaises, hein. Il y en a peut-être qui méritent pas, mais pas forcément mauvaises, mais qui sont pas éditées parce qu'elles n'ont pas trouvé d'éditeur. Et dans votre démarche, plutôt la spectacle jeune public, vous avez aussi la même conception des choses sur pour aborder les thématiques, etc. Parce que là aussi, on est sur un terrain très... Eh ben pas du tout là, pas du tout malheureusement parce qu'il y a un compromis qu'il fallait faire d'un côté ou de l'autre. Et là c'est bientôt le mois de décembre, donc on va partir dans une grande tournée de Noël. On a une vingtaine de dates et on va beaucoup dans les écoles. Quand même, ça on aime. On envoie le CD avant, ils travaillent sur des chansons. Souvent on peut rencontrer les élèves après, etc. C'est intéressant. Donc là, je vous parle d'un spectacle, c'est du concert. C'est de la chanson de jeune public et théâtralisée. Et là on fait ça. Mais dans les 20 dates, on a Arbre de Noël, CE d'entreprise de la fromagerie machin, de la banque bidule, où les gens ils bouffent et les gamins ils ouvrent leurs cadeaux pendant qu'on fait de la musique. C'est horrible. On leur demande ultra cher à ces gens-là. Quand ils disent oui, tant mieux. Quand ils disent non, c'est pas grave parce qu'on n'a pas envie d'y aller. Mais voilà, alors là, il n'y a aucun compromis. Là, c'est difficile parce que pour garder un statut d'intermittent du spectacle, il faut aimer le spectacle. Voilà. Donc, c'est ce qu'on fait. Alors après, on a des productions plus... on travaille par exemple sur un spectacle atelier qui s'appelle Le Petit Bruit, qui est vraiment pour les maternelles spécialisées écoles, qu'on fait aussi dans les crèches. Alors là, on peut se faire un peu plus plaisir en théâtre parce qu'on sait qu'on a défini déjà la zone qu'on voulait démarcher, c'est-à-dire les écoles maternelles. Donc ça, c'est facile, mais après, avec d'autres spectacles, on sait que c'est tout public, les gens ils vont demander un spectacle on veut un spectacle pour des enfants de 3 à 12 ans. Ouais, puis, vous voulez que tout le monde comprenne? Ça va être difficile quand même. Ah si, c'est M. Pokora sinon, c'est ça.
Qui est notre premier concurrent finalement, M. Pokora. C'est quand même un chanteur jeune public. Non mais c'est vrai, ils ont 8 ans ceux qui écoutent M. Pokora. Ils sont comme Mais nous. en même temps, c'est un peu ce qu'on nous demande, nous, en tant que bibliothécaire, c'est ça? Oui. Il faut un livre pour tel âge, qui parle de ça. Mm. Et il y a aussi tout un travail à faire justement en rapport à la littérature. Parce que le livre, on ne peut pas le sortir. Enfin, sinon, c'est vraiment du livre à la demande. Et voilà, c'est ce qu'on disait, respect, estime de soi. Oui, c'est ça. Le problème, c'est qu'on ne fait plus confiance à l'enfant dans sa capacité à choisir ce qu'il veut retirer du livre. Voilà. Mais bon, après, il faut qu'encore qu'il y ait quelque chose à retirer du livre, hein, ça on est d'accord. Mais admettons, on est sur un livre qui a plusieurs lectures, où il peut y avoir plusieurs choses sur l'humour, sur le Njur, qui a vraiment... Celui-là, il est vraiment particulier parce que je pense que il y a une lecture vraiment pour les plus petits. À partir de 7 ans, il y a peu de texte, c'est rigolo, il parle en faisant des petites fautes de français, parce qu'il parle comme des petits enfants préhistoriques. Et puis voilà, ils vont arriver sur cette scène-là, ils ne vont pas du tout reconnaître le tableau avec Vercingétorix, même s'il est représenté à la fin, parce qu'ils ne vont pas avoir l'idée ou faire le lien, et ils vont lire vraiment au premier degré. C'est une aventure qui se lit complètement au premier degré. La chute, ils vont passer complètement à côté. C'est impossible. Ça parle du futur, du passé, de l'avenir. Ils ne savent même pas conjuguer, comme disait l'autre, donc ils vont avoir quand même beaucoup de mal. Il y a une deuxième lecture qui sera faite par des plus grands, qui vont avoir un lien déjà avec la frise chronologique, parce qu'ils l'auront fait, ou qu'on peut exploiter par rapport à une frise chronologique. C'est intéressant de s'amuser à essayer de recaler les différents événements. Et puis, il y a la lecture qu'on pourra faire quand on est plus grand, quand on a grandi, quand on va revenir dessus, qu'on sera ado, ou quand on est adulte, qui va nous donner encore autre chose. Ces choses-là, moi, je les ai même pas définies avant, hein. C'est même pas mon idée à moi. Je m'en rends compte quand je reçois le livre, souvent. Parce qu'une fois que je le lis, c'est marrant parce qu'on le voit en format dématérialisé, hein, on travaille dessus comme ça, on s'envoie des fichiers PDF, et finalement, il prend vraiment toute sa dimension quand on a l'objet, puis qu'on tourne les pages, c'est rigolo, même qu'on a passé des heures dessus, quand le livre arrive, il y a des trucs qu'on voit, qu'on n'avait pas vus, etc. Et puis après, voilà. Mais il y a cette dimension où chacun va prendre ce qu'il voudra prendre. Même des choses que l'auteur n'aura pas voulu mettre dedans. Mais c'est ça la richesse d'un livre. C'est parce que c'est quand même un subtil mélange entre ce qu'on propose comme histoire et le propre vécu de la personne. Même si c'est des enfants qui ne sont pas très très âgés. Hein. Je veux dire, à 7 ans, tu as quand même un vécu suffisant pour pouvoir, surtout si c'est des thèmes qui te parlent particulièrement, qui peuvent t'évoquer quelque chose. Une espèce d'alchimie, il y a une magie, il y a la chimie intellectuelle, une chimie mentale qui fait que on va ressentir des émotions qu'un autre ne va pas ressentir. C'est comme ça qu'on rigole bêtement devant une scène d'amour et que l'autre à côté il pleure. Voilà, ça ne se calcule pas. Mais c'est ça qui fait quand même la joie de... Le livre, il existe quand il est lu, quoi. Avant, c'est un travail d'architecte, etc. Mais si c'est pour faire une maison où personne ne peut rentrer dedans, ça n'a pas beaucoup d'intérêt. Donc voilà, la maison, elle vivra quand les gens, ils auront pris l'espace, les lieux, ils auront décidé où ils mettent les chambres, où ils font ces choses-là, où ils décident de vivre, de passer, etc. Dans un livre, c'est pareil. Et c'est quand même le public qui fait le livre. Ce que je pense, hein. J'imagine. On se sent vite dépossédé, d'ailleurs, quand on rencontre des gens qui ont lu des livres, qui arrivent pour les dédicaces et qui nous disent sur les BD, c'est plus difficile. Quand il y a un support visuel, c'est plus difficile parce que ça fiche beaucoup les choses, mais sur Ogrus ou sur le carnet de voyage, des gens qui peuvent avoir, ou sur le roman que j'avais, qui peuvent avoir une vision très très différente d'une lecture à l'autre. Voilà. C'est ça qui est chouette. Est-ce que vous avez des projets sur des animations? Non, sur papier, mais... Ouais, films d'animation, tout ça. Alors, je crois que c'est vraiment... surtout chez les illustrateurs, hein, tout le monde lorgne de ce côté-là, ça s'est énormément développé ces dernières années aussi. C'est vrai que c'est une espèce de point lointain vers lequel on va, c'est toujours intéressant. C'est vrai que si on me proposait de scénariser
un film d'animation ou même un court-métrage ou des choses comme ça m'intéresserait vraiment. Puis les illustrateurs aussi, hein, c'est un... parce que je ne sais pas si c'est parce que le support il est beaucoup plus diffusable ou beaucoup plus populaire, ou c'est facile d'accès, etc., ou c'est un défi personnel, ou le fait qu'il faut rajouter de la musique, des effets spéciaux, que le mouvement, etc. L'art de la bande dessinée est intéressant parce que les gens ne le savent pas beaucoup, mais la grosse différence entre la bande dessinée, le scénario de bande dessinée et le scénario de film, il y a une différence fondamentale, même si je vous disais tout à l'heure que c'était la même manière d'écrire. L'art de la bande dessinée, c'est l'art de l'ellipse. On fait que des ellipses. La lecture se fait entre les cases. C'est pas ce qu'on vous propose dans la case qui est important quand on écrit le scénario, c'est ce qu'on vous propose entre les deux cases. Quand on fait un plan, etc. On a énormément d'ellipses parce qu'on ne peut pas voir les gens marcher, on peut pas, s'ils se déplacent, on ne va pas faire 14 cases où le personnage il se déplace comme ça, parce que ça fait des livres trop épais. Donc tout le travail est de savoir de quelle manière on va articuler les plans pour pouvoir suggérer directement qu'il s'est passé ça entre les deux cases. La lecture ne se fait intellectuellement, hein, dans votre cerveau quand vous lisez de la BD. C'est pour ça qu'il y a des gens qui ne sont pas du tout... vous avez déjà remarqué, il y a des gens qui ne peuvent pas lire la BD. Ils n'aiment pas ça. C'est vraiment étonnant. Il y a ceux qui sont fans et il y a ceux qui adorent la littérature, ils lisent des livres, etc. Et ils sont incapables de prendre un plaisir dans la BD. Mais c'est parce que c'est l'art vraiment de l'ellipse. C'est l'art de se dire qu'est-ce qui se passe entre ces deux choses-là. Et ça, il faut qu'on le pense, nous, en tant que scénaristes. C'est pas tant ce qu'on met dans les bulles qui est important, c'est ce qu'on sous-entend entre chaque case. Le découpage est très important pour ça. Et ça, c'est pas évident à mettre en place, parfois. Alors, moi, je me donne justement sur cet implicite-là. Donc, s'il y a l'image et le texte, il y a deux narrations. Est-ce que, entre l'illustrateur et vous-même, est-ce que vous faites deux narrations redondantes ou, alors par exemple, complémentaires pour justement que le lecteur puisse entrer dans cet implicite? Voilà, sur cette BD, comme je disais, moi j'ai décrit des doubles pages, très simplement en mettant que le texte et puis en mettant l'ambiance générale. À partir du moment où c'est l'illustrateur qui, c'est sur cette base-là, découpe, l'implicite, lui-même, il aura pensé déjà, je lui propose de la matière, qui va mâcher, lui, et après, le lecteur va la remâcher une dernière fois. Plus c'est mâché, à mon avis, plus c'est lisible. Donc, en fin de compte, c'est des allers-retours. Ah oui, énormément. Énormément, parce que... D'où l'importance de bien connaître son illustrateur. Bien si sûr. on veut faire un Bien clin sûr. à Racine, les dernières BD ont été faites assez rapidement, quoi. Ça n'a pas été laborieux parce que elle sait tout de suite ce que je veux faire ou quelle ambiance je veux faire, et puis ce que j'aime pas, et des choses comme ça. Après... Et on a vu que vous êtes dans l'humour, et notamment l'humour noir. Est-ce que vous voulez que cet humour soit ressenti par le lecteur dans les deux narrations ou que dans le texte? Ah non, si, j'aime bien que tout soit comme ça. C'est vraiment c'est ce que j'essaye de faire le plus quand je fais des interventions dans les classes, amener les enfants à essayer d'avoir ce regard sur l'humour, cette espèce de recul. Voilà. On parle souvent des humours différents qu'on peut avoir, en allant jusqu'à l'humour absurde qui est absolu. Souvent, je commence en leur racontant une blague complètement absurde. Et c'est super dur parce que c'est le bide absolu à chaque fois, quoi. Mais c'est normal parce que il faut même que ça soit pas drôle. Je pense que l'humour absurde qui fait rire, il faut que ça résonne en nous, il faut que ça fasse vide. Sinon, c'est plus de l'humour absurde. Mais non, ce qui m'intéresse vraiment, c'est que l'illustrateur puisse, dans le Yurk, il y a plein de choses qu'elle a pris en compte, l'illustratrice. Celui-là, je l'ai écrit comme un album. Je l'ai vraiment écrit comme un album aussi parce que je l'ai pensé comme un album. Donc le découpage, elle s'en est occupée aussi, mais elle a rajouté des tas de choses qui n'étaient pas du tout mis dans le texte et dans les descriptions. Et puis complètement dans l'esprit de l'histoire, et ça c'était vraiment intéressant, quoi. Est-ce que ça peut vous pousser à rebondir justement sur l'histoire, le fait de découvrir le graphisme? Ouais, je fais souvent une réécriture après, quand ça se passe bien, quand on a le texte à la fin avec la personne qui met en place le concepteur graphique. J'ai des trucs à changer parce que là, du coup, je peux changer cette bulle et elle pourrait dire ça à ce moment-là, ou le petit chien, quand il fait caille-caille, c'est pas à ce moment-là, mais on va le mettre dans la
la case suivante. Là, on change. Et ça, c'est super quand il arrive comme ça. Là, on commence à arriver à un travail vraiment intéressant où il y a une création commune, quoi. Où tout le monde a pu être auteur. Si on met de côté les BD, je voudrais savoir, qu'est-ce que pour vous un bon album jeunesse? Voilà. Ouais. Quelles sont les caractéristiques Moi, après, c'est très personnel. Hein. Là, c'est vraiment moi. Je crois que c'est pour ça que je fais de la littérature jeunesse, parce qu'il faut avoir un propos. Alors, il ne faut pas avoir un propos forcément réactif sur l'actualité. C'est pas ça que je veux dire. Il faut tout de suite parler des migrants quand il y a un problème avec les migrants. Mais il faut avoir un propos. C'est-à-dire qu'il faut, au-delà du plaisir direct de la lecture, Ogrus, histoire à digérer, Ogrus, ça s'appelait Ogrus. Le titre a été changé parce qu'au départ, je voulais appeler ça Homo Ogrus, comme Homo sapiens, etc. Homo Ogrus. Mais après, l'éditeur, il m'a dit, là, tu vas être en classe de 5e, ils vont faire Homo Ogrus, homosexuel. Et effectivement, ça marche comme ça. À chaque fois que je le fais, il faut comme ça, parce qu'ils sont complètement cons. Mais c'est normal, c'est l'âge. On n'en veut pas. Et du coup, on va dire Ogrus, et puis là, j'ai mis histoire à digérer, parce que automatiquement, on aurait mis histoire à dévorer, ou des choses comme ça, plus classiquement. Mais là, c'est vraiment des histoires à digérer. C'est-à-dire, il faut les lire, on s'est marré, c'était saignant, c'était rigolo, puis après coup, si on a la possibilité d'en reparler en classe, quand je fais des interventions du coup en 6e ou en 5e, il y a vraiment certaines histoires qui sont très très riches à développer. Quand l'enseignant a vu quelque chose, elle tire une petite ficelle avec ses élèves et puis ils peuvent parler de plein de choses de société. Et du coup, c'est intéressant puisque ça parle de ça. Il y a une histoire qui s'appelle Les ogres d'aujourd'hui. C'est un PDG SCACU, alors président, directeur, chef général, etc., qui passe son temps à polluer l'air pour vendre des masques à gaz aux gens, etc. C'est vraiment le critique du libéralisme sauvage comme on peut le connaître. Et il appelle son fils pour le remplacer. Et il lui explique qu'en fait, pour le remplacer, il faut faire ce qu'il a fait avec son propre père, c'est-à-dire le jeter par la fenêtre et le tuer. Donc il est en train d'expliquer au fils que c'est maintenant qu'il faut le tuer. Donc il y a des choses comme ça et c'est intéressant de savoir... de voir avec les élèves, surtout début collège, qui ont une relation quand même un petit peu plus forte avec l'actualité, un peu plus directe, parce qu'on les laisse peut-être un peu plus regarder le journal télévisé ou des choses comme ça, ils sont plus avec les écrans amenés à voir des choses, voir leurs réactions et puis ce qui partent là-dedans. Du coup, un bon album jeunesse, pour moi, il faut qu'il ait un propos. Mais il ne faut pas que ce propos-là, à mon avis, il ait été conscient chez l'auteur. Il faut qu'on fasse notre histoire, parce qu'elle nous tient à cœur, parce qu'on a envie de parler de ça, parce que ça va être marrant, parce qu'on utilise l'humour si on aime l'humour, parce qu'on veut parler de choses plus sensibles, parce que c'est ce qu'on aime faire. Et puis après coup, on se rend compte qu'il y a un propos. Qui a vraiment un propos, qui est peut-être pas même celui qui est décrit, mais que ça appelle autre chose. Et c'est ça des livres de fond, c'est ça des livres qui restent. C'est ça Le Petit Prince. Le Petit Prince, c'est exactement ça. Pourquoi ça marche depuis longtemps? Il y en a qui en ont marre du Petit Prince, c'est vrai, parce on rabâche tout ça. Mais ça a été le premier livre jeunesse, entre guillemets, qui s'adressait pas véritablement à la jeunesse. Un bon livre pour enfants, c'est un livre pour les adultes. Un bon spectacle pour enfants, c'est un spectacle aussi pour les adultes. Si les adultes s'ennuient pendant un spectacle de théâtre pour enfants, comment voulez-vous que les enfants puissent rester C'est aussi un partage entre l'adulte et l'enfant, justement. Mais oui, c'est ça. Face à ces œuvres, finalement, il peut se sentir aussi démuni. C'est ça. Et c'est intéressant parce qu'ils font l'atelier du Poisson Soluble défend deux sortes d'albums. L'album pour enfants, le vrai album pour enfants et le faux album pour enfants, ils disent. C'est-à-dire qu'il faut que ça soit des albums accompagnés. Le Nurk-Nurk, il faut, à un moment donné même, l'idéal c'est que l'enfant dise mais pourquoi il fait ça? C'est qu'il aille chercher le parent parce qu'il dit j'ai lu le truc mais alors je comprends pas bien pourquoi. Et puis que l'adulte dit ah bah oui mais... Et là il va être embêté l'adulte parce qu'il va être obligé de parler de quelque chose, d'un concept qu'il pensait pas évoquer vers un enfant mais c'est lui qui l'aura suscité cette discussion. Ça c'est un bon album jeunesse parce qu'il a créé du lien à l'intérieur de la personne et puis peut-être des liens avec les autres. Je pense que c'est ça. Mais ça, il ne faut pas le vouloir pour le réussir. Hein? C'est comme une chanson.
Hein, il y en a qui font des espèces de thèses. J'ai entendu, il y a un type qui a sorti un livre sur le secret du tube, comment faire un tube. Il a analysé tous les tubes depuis les années 70, depuis ABBA, je crois, jusqu'à Maître Gibbs, j'imagine, et pour savoir comment ça marchait un tube. Et donc on peut sortir des équations, hein. On peut faire des tableaux entiers de pronostics, de probabilités, etc. Mais il s'avère qu'il y a un moment assez... la rencontre avec le public, l'environnement social, il y a des tas de choses qui font qu'un livre va marcher, une chanson va marcher, et qu'elle marchera aussi dans le temps. Il y a des chefs-d'œuvre, on peut voir, hein, ils ressortent la compilation des palmes à Cannes ou des choses comme ça. Il y a des choses qui sont complètement passées. Alors il y a des films, c'est des films, ils resteront toujours, hein, parce qu'ils sont vraiment importants. Ils parlent de quelque chose de complètement... comment dire, générique sur l'humanité, etc., qui fonctionnera tout le temps, hein, intemporel. Puis il y a d'autres trucs, c'est plus regardable. On voit bien que c'était un bon film, mais c'est plus regardable. Voilà, c'est ce que je pense.